Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, si vous écoutez ce message, vous êtes les résistants et vous venez justement écouter un autre résistant, Nicolas Mirkovic, pour un autre regard. Déjà 11e épisode. Nicolas, comment vas-tu ? Bonsoir Alexis, pas mal du tout, merci. Et toi ? Eh bien, écoute, ça va merveilleusement bien. Je rappelle, si vous vous connectez, que mercredi, vous avez pu écouter Claude Janvier, que hier, jeudi, vous avez pu entendre Caroline Galacteros. Une semaine bien chargée, Nicolas Mirkovic. Et puis pour finir cette semaine, eh bien, vous retrouverez comme d'habitude Xavier Moreau, Fabrice Sorlin dans le 59e épisode de Mémoire de Divergence politique. Alors si vous aimez toutes ces émissions, vous le voyez au-dessus de la petite vignette en rouge. Faites un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour avoir les notifications des émissions. Et puis, vous voyez le petit QR code. Eh bien, le QR code, il signifie que si vous scannez ce QR code, eh bien, vous pouvez nous soutenir en faisant un don à cette chaîne pour lui permettre de continuer d'exister. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà, scannez le QR code. Il est en haut de cet écran. Nicolas, cette semaine, dans un autre regard, tu as souhaité, c'est ce que l'on voit sur la vignette, tu as souhaité nous parler de la stratégie de Trump avec l'Europe. Alors, les voix de Trump sont très impénétrables. Est-ce que toi, tu les as décryptées ? Alors, je ne sais pas si je les ai vraiment décryptés. C'est sûr que c'est un sujet compliqué à comprendre. Pour autant, je pense qu'il est important de démystifier le mythe du Trump qui est le pro-russe ou du Trump qui est radicalement anti-européen. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Il le dit lui-même et son entourage le dit. Et je pense c'est important en ce moment où il y a les plaques tectoniques géopolitiques bougent chaque jour, d'essayer de comprendre, en tout cas d'alimenter notre analyse sur la base de documents américains, des commentaires américains, des analyses de l'entourage de Trump sur ce qu'il veut pour l'Europe et pour le monde. Il y a un document qui est sorti la semaine dernière qui a fait beaucoup de bruit sur la sécurité, la stratégie de sécurité nationale. Mais comment est-ce que Trump voit l'Europe et pourquoi est-ce qu'il n'est pas si anti-européen que ça ? Je pense que c'est quelque chose dont on va discuter ce soir pour comprendre un peu la stratégie géopolitique globale de Donald Trump. Alors on le voit ici, bien dans ce document du Monde, l'Amérique et sa politique inquiètent très clairement en Europe. Il y a vraiment une appréhension avec notamment ce fameux rapport qui est sorti de 35 pages, et dont tu vas nous parler, qui est le National Security Strategy, le plan de sécurité pour les États-Unis pour l'année 2025-26. Qu'est-ce qu'on peut en retirer d'ailleurs de ce fameux plan de sécurité ? Je pense que c'est un plan qui est très clair. À la fois, il est dans la continuité de ce que les États-Unis ont toujours fait. C'est un document qui dit très clairement que les États-Unis doivent demeurer la première puissance mondiale, que les États-Unis refusent l'émergence d'un rival. Donc, on pourrait retracer cela jusqu'à la doctrine Wolfowitz du début des années 90, où les États-Unis ont cru vraiment qu'il fallait accélérer les révolutions de couleur et les guerres pour justement empêcher un rival de naître, notamment en Eurasie. Pour autant, tout en disant cela, Donald Trump, la stratégie souligne qu'il faut faire attention, qu'il faut utiliser le soft power, et ils parlent moins de l'armée, ils veulent une armée forte, mais on a l'impression qu'ils veulent toujours dominer le monde, mais ils se rendent compte quelque part qu'il y a d'autres puissances. Alors, il y a plusieurs éléments qui permettent de dire ça. D'abord, il revient à la doctrine de Monroe de 1823, où très clairement il dit « les Amériques sont une chasse gardée ». Donc ça, c'est vraiment clair. Depuis le début du 19e siècle, quasiment aucun président américain n'avait parlé comme ça. Il y avait eu un corollaire de Roosevelt au début du XXe siècle, mais il dit c'est une chasse gardée et on ne veut aucune influence étrangère. C'est clair, c'est net. Et le paradoxe de ce document, c'est tout en disant cela, il dit il faut respecter les droits donnés par Dieu, ce sont les termes du document, des nations souveraines. Il faut les respecter, il faut les promouvoir, il faut les protéger, mais il y a certains droits visiblement qui sont en dessous des autres, puisque justement les Américains définissent des chasses gardées. Il dit très clairement
sa position sur les différentes régions. L'Afrique, c'est le commerce. L'Europe, on va y revenir, ça demeure stratégique. La nuance est que c'est la première fois depuis longtemps qu'on a un document qui n'est pas anti-russe. Non seulement il n'est pas anti-russe, mais c'est un document qui encourage le reste de l'Europe à trouver un terrain d'entente avec la Russie, la stabilité. Et là, sans trop de surprise, dans ce document où les États-Unis veulent être la première puissance mondiale militaire, économique, politique, technologique, très clairement, on voit que la Chine inquiète les États-Unis et que là, de nouveau, tout en disant qu'il faut respecter la souveraineté des nations, eh bien, les Chinois n'ont pas le droit de récupérer Taïwan. Taïwan, je le rappelle, est reconnu par l'ONU comme faisant partie de la Chine. C'est un sujet très sensible pour la Chine. Les États-Unis expliquent pourquoi est-ce que toute la région de la côtière chinoise est très importante, puisqu'évidemment, c'est une zone de commerce que les Américains ont peur de perdre. Donc, il y a le sujet impérial qui, à mon avis, reste prédominant. Et je pense que la grande différence, et ce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, c'est que les États-Unis ont toujours voulu être le premier pays mondial. Mais les dernières générations d'Américains, de présidents américains, s'étaient fourvoyés dans une chimère mondialiste, où en gros, quelque part, il y avait une espèce d'élite mondiale qui développait la fin des nations, des États-nations, et construisait un modèle qui était mondialiste. Trump n'est pas, il a déjà dit à plusieurs reprises, n'est pas un mondialiste. Il demeure néanmoins un impérialiste. Donc pour lui, les États-Unis doivent être une très grande puissance, la plus grande puissance. Pour autant, l'Empire va devoir discuter avec d'autres pôles de puissance. Et là, on voit que la Chine, l'Asie inquiète parce que le niveau de maîtrise de la technologie en Asie est épatant. Dans bien de domaines, les Chinois et d'autres pays asiatiques sont devant les Américains, devant les Européens. Et donc, c'est leur source d'inquiétude. Et en plus, le PIB de l'Asie se développe à un rythme très important. Tout en restant dans ce domaine impérial, et je reviendrai après, c'est juste la nuance, les États-Unis s'inquiètent énormément de l'Europe. Le document dit très clairement qu'avant, le PIB mondial de l'Union européenne, c'était 25%, et là, maintenant, on est en train de dégringoler, on est, je ne sais plus à combien, 17 ou 19%, dit le document. Je rappelle que le PIB des États-Unis et de l'Union européenne vers les 2008 était quasiment le même, et qu'aujourd'hui, le PIB européen est 60%, enfin le PIB de l'Union européenne est 60% de celui des États-Unis. Et Trump s'inquiète pour l'Europe. Il s'inquiète pour l'Europe pour de nombreuses raisons. Il dit que l'Europe aujourd'hui a été ankylosée par sa bureaucratie, par les procédures, qu'il y a une perte du sentiment identitaire, hein, il y a une perte de la civilisation, il y a une immigration massive, que les Européens sont en train de chuter, et si ça continue comme ça, dans 20 ans, le document est écrit, est-ce qu'on reconnaîtra encore l'Europe? Donc, il s'inquiète pour certaines régions, il s'inquiète de la montée de l'Asie, il s'inquiète de la perte de l'Europe. Il dit très clairement, ce document, que l'Europe est stratégique pour les États-Unis. Et la nuance que va apporter Trump dans ce document, enfin en tout cas que ses conseillers militaires et de défense vont apporter, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont plus ouverts à cette émergence de monde multipolaire, ils sont plus ouverts à la négociation. Il dit très clairement au Moyen-Orient qu'il faut respecter les habitudes et les traditions des peuples du Moyen-Orient, qu'il faut éviter ces guerres sans fin. Alors, on se doute bien que ce document est aussi un but de propagande. Ils ne vont pas écrire qu'ils vont faire la guerre à tout le monde, mais on a l'impression qu'ils ont très bien identifié quelles étaient les zones compliquées, les zones qui menaçaient l'hégémonie américaine, mais que cette politique de guerre à outrance n'était peut-être pas toujours la meilleure méthode. Et je rappelle de temps en temps cette anecdote de J.D. Vance avant la campagne électorale de Trump, où lui dit clairement, mais regardez ce que nous avons fait, nous Américains, on a fait la guerre dans le monde entier, et pour quel résultat? Et les Chinois, eux, eh bien, ils prêtent de l'argent, ils construisent des ponts, ils construisent des routes, ils construisent des ports, ils font du commerce, et par ce commerce, ils sont en train non seulement de s'enrichir, mais de faire le bonheur des peuples qui collaborent avec eux. Est-ce que ce n'est pas une méthode qui devrait nous inspirer? Et je trouve qu'il y a un petit peu de ça dans ce document où il est souligné à de nombreuses reprises qu'il faut encourager le commerce, qu'il faut s'améliorer en termes de technologie. Et évidemment, à la fin, le monde entier doit acheter américain. Ça, c'est Ça, c'est la règle, effectivement, sine qua non. Alors, on a bien senti quand même que depuis l'apparition de ce document fin de semaine dernière, côté européen, c'est la soupe à la grimace.
On voit notamment des montées en tension sur le plan de vue commercial où J.D. Vance est venu soutenir Elon Musk, qui s'en est pris lui-même extrêmement violemment à l'Union européenne. Alors, à mon sens, à juste titre, mais ça, c'est une autre question. On voit côté danois aujourd'hui, là, on est mercredi alors qu'on enregistre cet épisode. On voit côté danois que pour la première fois, le Danemark a nommé les États-Unis comme une menace pour le Danemark, une menace concrète pour le Danemark. On voit quand même que côté européen, ça réagit avec, je dirais, avec colère ou en tout cas avec animosité à ce document de Donald Trump. Mais oui, parce que n'oublions pas que l'Union européenne est une construction largement influencée et pour partie financée par les États-Unis. C'est un projet américain à l'origine, même s'il y a évidemment une adhésion de nombreuses personnes dans l'élite européenne au début de la construction européenne, et qui sont aujourd'hui tous des atlantistes. Ils n'ont pas eu un candidat ou des candidats arrivés dans des grands pays qui ont une position souverainiste, qui a une position qui vise à défendre les intérêts nationaux avant tout. Ils sont tous, la plupart des pays européens sont gouvernés par des partis politiques qui sont européistes, qui sont atlantistes, qui pensent que le monde peut bien se porte mieux quand les États-Unis les protègent de leur ombrelle militaire. Ce sont des mondialistes. Et Trump, et c'est en cela que c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne vont pas abandonner l'Union européenne. N'oublions pas que quand Trump débarque en Europe, il dit à l'Union européenne « Je vais vous imposer 15% de droits douaniers ». L'Europe ne dit rien. « Vous allez investir pour 1 650 milliards de dollars dans mon pays ». L'Union européenne ne dit rien. Et il dit « Vous allez acheter pour 700 milliards ou 750 milliards de dollars d'hydrocarbures ». L'Union européenne ne dit rien. Donc, les mêmes personnes qui disent « Oui, c'est dégoûtant, c'est horrible ce qui se passe à Washington » sont les premiers à baisser la tête, à courber les chines. Et évidemment, quand Trump dit qu'il faut augmenter le budget de leurs militaires, en tout cas pour ceux qui font partie de l'OTAN, à hauteur de 5% de leur PIB, ils ne disent rien. Donc, ils sont quand même soumis aux États-Unis, mais ils ne sont pas d'accord avec la politique de Trump. Ils ne sont pas d'accord avec cette politique de rééquilibre de la puissance, de pragmatisme, de réalisme et surtout de souveraineté. Parce que c'est un projet européiste. Et le problème de Trump, c'est que lui, il se rend compte que ce projet européiste mondialiste ne fonctionne pas. C'est-à-dire que comment voulez-vous que les États-Unis s'appuient sur une grande force qui est potentiellement basée en Europe avec la région qui a le taux de croissance le plus faible, avec une région qui est minée par de nombreux sujets de corruption, des sujets administratifs, il y a des réglementations qui sortent chaque jour de l'Union européenne avec un sujet identitaire de migration qui est extrêmement important, qui est compliqué. Comment est-ce que les Européens perdent leur identité? Et donc, tout ça, d'un point de vue, on va dire, civilisationnel, c'est extrêmement triste. Et d'un point de vue économique, politique et militaire aussi, parce que si demain, il y a des grandes puissances qui se soulèvent, on a vu la Russie, les Américains ont très clairement identifié la Chine, eh bien, que va faire l'Europe d'un point de vue économique? Qu'est-ce qu'elle va faire d'un point de vue politique? Elle ne va plus représenter grand-chose. Est-ce qu'elle ira se battre militairement? On peut se poser la question, est-ce qu'elle en aura le courage? Pour quelle raison? Pour quelle cause? Et aussi, est-ce qu'elle va être au niveau? Parce que la rivalité est impressionnante entre ce que font les universités asiatiques et les universités européennes. Malheureusement, il faut dire la vérité, eh bien, on est en train de perdre notre place parmi les premières, on va dire, universités mondiales. Et donc ça inquiète les États-Unis parce qu'on devient des alliés faibles. Donc, on a une création américaine, ils ne vont pas lâcher ça, ils aimeraient, et le document le dit très clairement, ils louent les partis patriotiques qui sont en train de gagner en voix en Europe aujourd'hui parce que les États-Unis veulent que l'Union européenne soit une nation. Alors, je ne sais pas s'ils veulent garder l'Union européenne ou pas, mais en tout cas, ce document explique qu'il faut des nations souveraines parce que ça va faire des alliés, évidemment, plus forts alignés sur Trump. Mais les Européens ne veulent pas de ça parce que ce sont les mondialistes atlantistes de la première heure. Ils espèrent que Trump sera un épiphénomène dans la politique américaine, que lors des prochaines élections, ça ne sera pas un héritier de Trump qui gagnera, mais que ce sera de nouveau un atlantiste mondialiste. Et ils tentent le bras de fer aujourd'hui avec Trump parce qu'ils se disent que c'est complètement contraire à leur vision de l'Europe, du monde. Eux, ils sont pour la superstructure élitiste. Ils sont pour le mondialisme. Ils sont contre la défense des identités et des États-nations. Et je veux dire que le terrain gris entre ces deux positions, et je vais terminer là-dessus, Alexis,
sur ce point-là, c'est que c'est la Russie. Parce que Trump dit oui. très clairement, et on voit dans les négociations, que Trump veut négocier avec la Russie. Et ça dépasse l'Ukraine. Justement, c'est le point de crispation. Alors, avant d'arriver à ce point de crispation entre l'Union européenne également et les États-Unis, qu'est la Russie et quel conflit ukrainien, petite pub de transition et puis on revient avec ce fameux dernier point. Allez, vous l'avez vu, Xavier Moreau, que vous retrouverez dimanche, qui vous dit faites activez la petite cloche et puis si vous aimez nos programmes, si vous avez envie de nous soutenir, nous aider à améliorer un petit peu tout, que ce soit le partie communication avec notre canal Telegram, avec Twitter, avec X, pardon, anciennement Twitter, avec Facebook, avec tout ce qu'on a à faire pour rendre cette chaîne un peu meilleure, eh bien, n'hésitez pas. Activez avec votre téléphone le QR code en mettant votre appareil photo en face du QR code et puis faites un don à cette chaîne. On vous en remerciera 1000 fois. Ça nous permettra en tout cas de continuer d'avancer un petit peu sur cette belle chaîne qui est Divergence Politique. Nicolas, on l'a dit, eh bien, dernier point de crispation entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est la vision qu'a Trump aujourd'hui du conflit en Ukraine, de la situation des Ukrainiens, de l'armée ukrainienne, de la situation politique aussi à l'intérieur de l'Ukraine, et puis de ces rapports qui se sont quand même extrêmement améliorés ces dernières semaines, ces derniers mois, avec le président russe Vladimir Poutine, pardon. Bon, eh bien, le lapsus, il n'est pas. Selon les, alors, est-ce que Trump est la marionnette de Poutine ou vice versa? Je ne sais pas. Je pense que là, dans ce jeu-là, chacun est quand même bien le maître de son propre pays. Qu'est-ce qui se passe? La guerre ukrainienne est un bourbier américain, créé par les Américains, encouragé par les Américains, financé par les Américains, dont ils veulent s'extirper parce que c'est un bourbier. Ils ne s'en sortent pas. N'oublions pas que depuis que ce sujet date depuis la création de l'Ukraine en 1991, les États-Unis ont toujours essayé de mettre la main sur l'Ukraine pour séparer la Russie du reste de l'Europe occidentale, qu'ils estiment leur chasse gardée. Alors, ils ne le disent pas de manière aussi éhontée et directe qu'avec l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, mais avec l'Europe, ils considèrent que c'est une chasse gardée. Ils avaient toujours peur que la Russie se rapproche parce que si l'Europe et la Russie se rapprochent, il peut y avoir une rivalité majeure de l'hégémon américain. Et ils ont donc voulu séparer l'Ukraine de la Russie et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, les 30 000 et quelques sanctions contre des citoyens russes, contre les entreprises russes, contre l'État russe ne fonctionnent pas. Les Russes ont montré qu'ils étaient résilients et même l'entourage de Donald Trump le reconnaît, les universitaires le reconnaissent. Nous-mêmes, on l'avait dit de nombreuses reprises avant, c'est extrêmement compliqué de cadenasser un pays qui est aussi riche en ressources naturelles et en capacité industrielle. Donc, ils veulent s'en sortir aujourd'hui. Ils ont déjà engouffré officiellement plus de 300 milliards de dollars. Ils ont entraîné les Européens dedans et maintenant, ils veulent s'en retirer parce que plus vite ils sont en train de perdre. Donc, plus la Russie avance sur le terrain, plus ces défaites vont être lourdes par les Américains parce que les historiens vont tous le reconnaître à un moment. On n'aura plus de propagande, j'espère, à un moment donné. Ils vont dire, voilà, cette guerre créée par les Américains a donné littéralement l'Ukraine à la Russie. Donc, plus vite ils s'arrêtent, plus vite ils peuvent sauver la face et se concentrer sur l'Asie. C'est très clairement écrit dans le document et ceux qui suivent l'histoire des États-Unis et les relations sino-américaines depuis de nombreuses années, ce qui est mon cas, je vous le dis depuis longtemps, la Russie n'est vraiment pas la première préoccupation des États-Unis, c'est la Chine parce qu'elle a les moyens économiques, politiques et demain militaires pour rivaliser avec et faire de l'ombre aux États-Unis. Donc, ils sont dégagés et dans les discussions, je leur rappelle aussi, le but n'est pas de parler que l'Ukraine, qui est que la partie émergée de l'iceberg. La Russie est une très grande puissance. La Russie développe des voies de navigation en Arctique. La Russie a développé des voies de commerce avec l'Asie. Les États-Unis veulent négocier ces différents points et négocier aussi les anciens accords sur les missiles balistiques, sur le nucléaire, sur les ciels ouverts. Donc, il y a énormément de sujets et c'est pour ça que ça prend du temps. Et les Russes ont montré qu'ils étaient plutôt ouverts à cette négociation. Les Américains veulent piloter et il y a un double jeu. Donc, à première lecture, on pourrait croire que les Européens veulent à tout prix continuer la guerre et que les Américains n'y peuvent rien. Ils disent, mais regardez, ces Européens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire?
C'est pas tout à fait vrai. Donald Trump est quand même content d'avoir les Européens qui jouent les chiens fous, les pitbulls enragés, qui veulent continuer la guerre, parce que dans la négociation entre Trump et Poutine, dire que voilà, je suis désolé, moi j'ai créé un monstre, c'est Frankenstein, c'est l'Union européenne, mais je peux plus le contrôler, vite négocions, parce que sinon ils sont capables de vraiment, alors on sait qu'ils n'en ont pas les moyens, on sait qu'ils perdront, mais on sait qu'ils feraient quand même pas mal de mal. Les Européens vont peut-être faire quelque chose. Donc quelque part, ça sert la stratégie de Trump dans cette espèce de stratégie de bon policier et méchant policier avec Trump qui joue le bon policier, sachant que le méchant policier n'est quand même pas si méchant que ça, parce que on sait très bien que dans une guerre comme celle qui est en train de se dérouler en Ukraine aujourd'hui, les armées européennes ne dureraient pas très longtemps. Pour autant, ça sert la stratégie trumpienne. Mais à long terme, ça le sert moins. Pour les raisons qu'on évoquait il y a quelques instants, Trump aimerait stabiliser l'Europe. Les Américains voudraient stabiliser l'Europe et ils veulent une relation stabilisée avec la Russie parce que ainsi, Trump se dit, l'Europe s'en sort, ma chasse gardée. La Russie, je la contrôle plus ou moins parce que je vais faire des accords politiques. Donc, je vais donner des parties, je vais laisser les Russes prendre des parties d'Ukraine qui les intéressent. Je vais garantir que l'OTAN ne s'étende pas. Je vais garantir mettre en place une architecture de la paix en Europe. Et je vais faire du commerce avec les Russes parce que s'il y a des centaines de milliards, des milliers de milliards de dollars qui s'échangent entre la Russie et les États-Unis, eh bien, forcément, au bout d'un moment, il y a intérêt à ce qu'il y ait la stabilité. Et pendant que Trump fait ça, il peut s'occuper de l'Asie et de la Chine. Voilà la stratégie de Donald Trump. Voilà ce qu'il veut faire. Le problème, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, n'a pas compris ça. Elle joue le jeu de Trump n'en a pas pour longtemps. Trump, c'est un populiste, c'est tous les noms. Elon Musk est pour la liberté d'expression. C'est horrible, ça n'existe plus en Europe, on connaît ça. Et ça, même si ça sert la stratégie à court terme vis-à-vis de la Russie, à long terme, ça embête Trump parce que si l'Europe s'écroule, si la guerre se prolonge, eh bien, un des premiers marchés des États-Unis, qui est l'Union européenne, eh bien, n'achètera pas américain. Et les Asiatiques vont être en train de se développer, notamment la Chine. Donc, Trump n'a pas intérêt d'avoir ça. Et c'est pour ça que Donald Trump souhaite ardemment qu'il y ait des partis qui prennent le pouvoir en Europe. Et je pense que son entourage milite dans ce sens-là, qu'il y ait des partis qui prennent le pouvoir en Europe, qui comprennent cette nouvelle stratégie américaine. Et moi, je dis juste attention, il y a des éléments extrêmement intéressants pour nous, comme la défense de la souveraineté, la défense de la liberté, la paix. Ça, c'est extrêmement important. Mais il ne faut pas pour autant qu'on devienne toujours des vassaux des États-Unis, que la façon intelligente pour nous, Européens, de nous en sortir, c'est-à-dire qu'on peut jouer une partie du rôle que les Américains voudraient qu'on joue, parce que ça nous intéresse, la partie de la souveraineté, la partie de l'identité, la partie de la défense de la paix. En revanche, si c'est pour devenir des vassaux des États-Unis, ça ne sert à rien. Donc, c'est l'enjeu majeur. Et certains vont tomber dans le piège en se disant « Ouf, c'est bien, on va voir l'Europe des nations, on va redéfendre notre identité. » Mais si c'est pour être obligé d'acheter américain, si c'est pour brimer nos universitaires, nos scientifiques, si c'est pour que tout le monde ait envie d'aller travailler aux États-Unis et d'acheter américain au lieu de produire localement français et ou européen en priorité, eh bien, ça ne marcherait pas. Donc, je pense que c'est quand même globalement intéressant parce qu'on a une carte à jouer au niveau des idées, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de devenir des vassaux. Il faut en profiter pour s'accrocher à cette stratégie pour, au contraire, retrouver notre souveraineté et la paix, parce que c'est le prodrome de toute notre politique de stabilité, de développement économique, de sécurité, de justice. Alors, tout dernier point pour finir cette émission qui a été abordé notamment dans le programme de sécurité américain, dans le document et puis dans les paroles directement de Donald Trump et de J.D. Vance d'ailleurs ces derniers temps, c'est la volonté peut-être. Ça peut être perçu un peu comme une volonté de désengagement, même si je pense que ce n'est pas le cas, de l'OTAN, et en tout cas une remise de l'Europe devant ses responsabilités concernant l'OTAN. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que les Américains veulent sortir de l'OTAN? Est-ce qu'ils ne veulent pas sortir de l'OTAN? Est-ce que c'est juste une pression pour faire payer plus l'Europe? Bon, question à bâton rompu sur ce sujet. Pour moi, Trump voit toujours comme l'Europe qui va être vassalisée. Donc, c'est pour ça qu'il ne casse pas l'OTAN. Il avait dit qu'elle était obsolète il y a quelques années. Au contraire, il veut que les pays membres de l'OTAN augmentent leur budget. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les Américains, qui ont eu des centaines de milliers de soldats sur le territoire européen depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour quelle raison autre que de nous dominer, je ne vois pas. Et il dit aux Européens, vous allez prendre maintenant votre part du budget, parce que nous, on ne peut pas à la fois construire des porte-avions et les faire circuler en mer de Chine
ou en Asie, si en même temps on est obligé de positionner des soldats en Espagne, en Italie, en Grèce, en Turquie, en Allemagne, etc., en Pologne. Donc, ils veulent que les Européens et leurs différents alliés prennent leur part du budget. Pendant longtemps, les Américains ont pu faire ça, et les Européens non, et c'était pratique. Et c'était pas bête de la part des Américains parce que grâce à ça, aujourd'hui, eh bien, il y a pas de, ils ont détruit on achète nos système de défense chez les Américains, nos serveurs sont américains, nos satellites sont américains. Enfin, on achète beaucoup de choses aux États-Unis. Donc, maintenant, les Américains disent, attendez, vous allez prendre la partie de la défense parce que nous, on peut plus être partout. N'oublions pas que les États-Unis ont 35 000 milliards de dollars de dette publique, qu'ils ont un déficit commercial qui se chiffre en milliards aussi, et qui n'ont juste plus les moyens. Ils ne peuvent plus faire tourner la planche à billets comme ils le faisaient avant. Donc, je pense qu'il veut que il aimerait une Europe des nations dans l'OTAN, toujours atlantiste, mais atlantiste 2.0 ou 3.0, atlantiste nationaliste. Quel piège dont je parlais tout à l'heure. Mais pour que lui aille s'affairer à d'autres sujets. Parce qu'en même temps, n'oublions pas, il ne veut plus de ce qu'il appelle d'ingérence étrangère. Ça veut dire qu'il ne voudra même plus que la France ait un rôle peut-être un jour important en Amérique latine. Que demain, que les Américains vont continuer à dire voici les régions qui sont ma chasse gardée, et pas, ils vont continuer à donner des amendes comme ils l'ont fait à la BNP, à la Société Générale, à Siemens, à Volkswagen, à toutes ces boîtes qui ont reçu des amendes parce qu'ils ne faisaient pas commis forcément des infractions au regard du droit international, mais parce que les Américains les avaient sanctionnés parce qu'ils contrevenaient aux règles américaines. Donc ça, c'est le danger. Je pense que pour l'instant, ils veulent développer l'OTAN. Ils voudront même intégrer d'autres nations parce que Donald Trump reconnaît cette émergence des autres puissances. Ce n'est pas un mondialiste. Il se doute bien qu'il y aura d'autres puissances. Il ne veut pas que ces puissances fassent de l'ombre aux États-Unis. Il va falloir qu'il reconnaisse un monde quand même avec des zones de puissance diverses où les Américains n'ont juste plus les moyens d'essayer de tout contrôler. Ils l'ont tenté avec le mondialisme. C'est un échec. Et ils ont affaibli leurs propres alliés. Ils se sont affaiblis eux-mêmes. Les politiques de wokisme, les politiques d'externalisation à outrance de l'industrie des États-Unis, toute cette politique mondialiste est la cause principale, une des causes principales en tout cas, de la chute du monde occidental. Donc, et vous ne pouvez pas juste en appuyer sur un bouton, en sortant un document de 35 pages, faire machine arrière en disant « Ok, maintenant, on va tout réindustrialiser chez nous, on va de nouveau devenir fiers de notre identité, on va faire du sport, on va se battre pour des causes nobles. » Ça ne se fait pas en appuyant sur un bouton, parce que pendant que cette politique était mise en place par les Américains et les autres nations, ils nous regardaient de loin, ils se sont dit « Qu'est-ce qu'ils font avec cette annulation de la culture ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont idiots, ils sont en train de délocaliser leurs industries, ils nous donnent leur boulot, mais nous, on va comprendre et on va faire mieux qu'eux après. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas d'histoire, pas de culture. » Enfin, ils nous ont vu faire. Ils nous ont regardés comme des fous. Hein. Et eux, ils construisaient, ils ont bâti, ils ont fait des plans sur le temps long. Ils ont investi dans la recherche et le développement. Ils ont défendu leurs identités. Ils ont fait attention à la stabilité de leurs différentes nations. Donc, Donald Trump, les Américains voient ça, disent flûte, il faut corriger le tir. Les Européens n'ont toujours pas vu. Hein. L'élite européenne, elle est toujours... Elle a pris je ne sais pas quelle drogue dans les années 70. Elle est restée scotchée sur la même symphonie de déroute totale. Hein. Donc, les Américains ont commencé à se réveiller. Donc, ils voudront rester impérialistes, ils voudront contrôler, mais je pense qu'ils vont laisser de la place, en tout cas dans cette politique, ils laissent de la place à d'autres puissances. Et je pense que les autres puissances aussi savent la réalité de ce que représente la puissance européenne, de ce que représente la puissance américaine, qu'il y a beaucoup de jingoism, disent les Américains. C'est une espèce d'ultranationalisme. On est les plus forts, on est les plus grands. La réalité, c'est que c'est peut-être demain la Chine qui va dire aux États-Unis, OK, bon, le plus fort maintenant, c'est moi. Moi, je ne veux pas la guerre, mais je veux reconnaître qu'il y a des zones d'influence pour toi, des zones d'influence pour moi. L'Amérique latine, on va la partager. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça, une des réalités de ce qu'on pourra voir. Mais ça reste tendu. Quand vous avez une puissance qui dit qu'elle veut être la première puissance mondiale et qu'il n'y a pas de place pour un rival, c'est quand même pas vraiment un discours pacifique. Donc, c'est intéressant. On voit qu'ils ont mieux compris ce qui est en train de se passer dans le monde, mais croire qu'ils ont tourné la page et que c'est quelque chose de complètement nouveau, non, c'est pas. C'est quelque chose de, on va dire, c'est de l'impérialisme light. Donc, on n'est pas encore là. C'est une évolution, mais pas encore la révolution.
Bon, on n'est pas encore au zéro, sans sucre. Voilà. Nicolas Mirkovic, 1000 fois merci pour cette émission. Un autre regard, 11e épisode qui est absolument passionnant. Je le rappelle, fin de semaine, eh bien, vous retrouverez Xavier Moreau, Fabrice Sorlin pour Divergence. Et puis, n'oubliez pas de faire un petit like, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Et si vous en avez la gentillesse, de scanner le QR code pour nous faire un don. Nicolas Mirkovic, bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tout le monde. Politique. Nous sommes en guerre. Il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français.